Dominique Tantin, historien, président de l'association pour un métron des fusillés exécutés, qui va nous introduire le sujet. Merci. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Je joins mes remerciements à ceux de Claude ce matin pour remerciements aux organisateurs de ce colloque, à Jean et Georges. Donc, ce matin, la matinée était consacrée aux fusillés par condamnation et comme otage, et cet après-midi, donc, d'après le programme, il s'agit de parler des massacrés. Alors, vous savez tous que les mots n'ont pas de sens, ils n'ont que des emplois, et nous n'employons pas de la même façon massacrés. En ce qui concerne le métron des fusillés, on a établi une terminologie qui essaie d'être rigoureuse, pour les raisons que Claude a expliquées ce matin. Donc nous parlons de fusillés lorsqu'il s'agit de fusillés par condamnation et comme otage, pour les résistants exécutés sans avoir été jugés ou sans être des otages au sens de la politique de 41-43, nous disons résistants exécutés sommairement ou morts en action lorsqu'ils tombent dans le combat. Et le terme de massacré, nous le réservons pour les civils. Mais il est évident que cet après-midi, on englobe sous le terme de massacré finalement toutes les victimes de la répression extrajudiciaire. C'est-à-dire qu'on va parler à la fois des résistants exécutés sommairement, nous ne parlerons pas des résistants morts en action, résistants exécutés sommairement et civils, donc massacrés. Nous verrons les civils massacrés à Maillé. Nous verrons qu'à Signes, il y a à la fois il y a des résistants. Que des résistants, que des résistants. Donc voilà, on a deux études de cas donc, qui correspondent à l'emploi qui était fait ici du terme de massacré. Alors, je vais présenter donc les généralités sur cette question des massacrés en m'inspirant de plusieurs ouvrages que vous voyez donc sur l'écran. Un ouvrage d'une historienne de l'université de Caen, Gaëlle Esman, tiré de sa thèse, où elle étudie sous le titre Hôtel Majestic, Ordre et Sécurité en France occupée. Elle étudie la politique de répression menée sous l'égide du commandement militaire en France, qui était installé donc à Paris. Peter Lieb, dont il a été question ce matin dans une intervention, c'est un historien allemand, militaire, mais de formation historienne, qui a, entre autres, publié dans un recueil qui s'intitule « Occupation et répression militaire allemande » et qui concerne l'ensemble de l'Europe, un article donc sur la France, répression et massacre, l'occupant allemand face à la résistance française, 43-44, donc la fin de la période. Un autre historien allemand qui a publié à Toulouse en 2002 l'occupation allemande en France. Nous verrons qu'ils occupent dans le champ historiographique deux positions extrêmement divergentes. Deux jeunes historiennes, Cécile Vaste, qui travaille dans la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est la conseillère scientifique du musée de la Résistance de Besançon, vient de publier un article dont je vous recommande la lecture, Retrouver la résistance. Il y a là le lien qui permet de retrouver cet article qui a été publié le 30 octobre 2007, qui se trouve entre autres sur le site de la revue L'Histoire, que vous connaissez tous. Et enfin, quelque chose qui est forcément méconnu, d'Hélène Guillon. Hélène Guillon était une étudiante de l'université de Caen, qui est aujourd'hui professeure dans le secondaire, et qui a soutenu un Master 2 en histoire, intitulé les massacrés par les nazis en France 1940-45. Alors ce master malheureusement n'a pas été publié. J'en ai obtenu copie par l'intermédiaire de Delphine Leneveu, qui est une jeune historienne qui collabore au métron des fusillés, dont elle assure le secrétariat et qui travaille à l'université de Caen. Et je vais fortement m'inspirer de ce master parce qu'effectivement il fait un peu le tour de la question des massacrés. Voilà, donc ce master d'Hélène Guillon, elle a
travailler, elle devait faire une thèse après. Et malheureusement, elle n'a pas prolongé ce travail en thèse. Ça aurait été un apport inestimable pour le sujet qui nous occupe. Donc son travail, dont je vais présenter des résultats tout à l'heure, c'est un travail à partir d'un échantillon de 10% du fichier fusillés massacrés des archives de Caen, des archives des victimes des conflits contemporains qui dépendent du service historique de la Défense. 10% du fichier, ça fait 2126 dossiers, donc 21 200 si on avait le total. Là-dessus, elle a fait le tri et elle a retenu 803 dossiers de massacrés par les Allemands. Elle n'étudie que les massacrés par les Allemands, elle n'étudie pas ceux qui sont victimes de la milice, de Vichy, ceux qui sont victimes des auxiliaires français de la Gestapo, ni des Italiens. Alors, à partir de là, 3 questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre, avec l'aide d'Hélène Guillaume, donc. Qui sont les victimes de ces massacres? Où et quand sont-elles massacrées, ces victimes? Et comment interpréter ces massacres? Donc, voyons d'abord la répartition des massacrés en fonction des motifs d'exécution sommaire en pourcentage tirés du travail d'Hélène Guillaume, les catégories. Alors, on a dans ces victimes, d'après son échantillon, une majorité, on le voit, de combattants contre l'occupant et les collaborateurs. Ce sont donc, on le voit sur l'écran, les victimes issues de la résistance organisée, exécutées sommairement après avoir été capturées, éventuellement en représailles comme otages, mais non plus dans le sens de la politique des otages de 41-43. Ils ne sont pas sur des listes préalablement établies qui sont sélectionnés à la suite d'un attentat. Ils sont dans les prisons, on va en chercher, on en a besoin de 20, on en prend 20, etc. Bien entendu, ils ne sont pas en prison par hasard. Voilà, résistance organisée, résistance civile. Ce qu'elle appelle la résistance civile, c'est la résistance aide et sauvetage. Aider au passage de la ligne de démarcation, sauver, cacher les juifs, etc. On peut y ajouter aussi les exécutions collectives de détenus durant l'été 1944. Donc tout cela, ce sont des résistants combattant l'ordre nazi et celui des collaborateurs, auxquels il faut ajouter parmi les combattants contre le nazisme les exécutions sommaires de soldats d'armée régulière et reconnus comme tels par le Reich. J'aurai l'occasion d'y revenir, des soldats donc en uniforme d'une armée régulière capturés et en violation donc des lois de la guerre, de la Convention de Genève, qui sont purement et simplement abattus. Donc dans les massacrés, au sens où nous employons ce mot aujourd'hui, il y a une majorité de combattants contre l'occupant et les collaborateurs. Et ensuite une forte minorité de civils dont le meurtre, soit par massacre collectif, soit individuel, obéissent à plusieurs logiques. On a des civils qui sont massacrés en représailles, on le voit, la proportion est importante, ou par intimidation. Certains sont exécutés sans motif apparent. Une unité allemande circule, notamment en 1944, elle croise sur sa route des gens qui sont dans les champs, qui marchent le long de la route, effrayés, souvent par l'approche des Allemands. Ils s'enfuient, ils cherchent à se cacher, mais ils n'ont pas le temps et ils sont abattus d'une rafale. Alors c'est un ensemble moins homogène qu'on pourrait le penser, notamment si on prend l'exemple de la Dordogne. Nous étions avec Claude Pelletier la semaine dernière en Dordogne, et en étudiant la répression en Dordogne, on s'aperçoit, en détaillant les cas, que parmi ces civils qui sont massacrés, il y a beaucoup de civils, en fait, qui sont abattus sur renseignement pour avoir aidé la résistance. Ils ne font pas à proprement parler partie de la résistance organisée, mais ils constituent une sorte de couronne extérieure qui soutient cette résistance, qui lui permet de subsister, qui lui fournit du ravitaillement, des tickets d'alimentation, du tabac, de l'essence, qui répare les voitures, ça peut être un médecin qui va soigner les blessés du maquis, etc. Et ces gens-là sont souvent dénoncés, on s'en aperçoit en Dordogne, et quand les Allemands ou leurs auxiliaires arrivent dans un village, ils vont précisément au domicile de ces personnes. Ils ne tâtonnent pas dans le village. Ils vont les arrêter et, en général, ils les exécutent sur place. Il y a une porosité entre ce groupe donc, et la résistance organisée.
D'autre part, parmi ces civils, il y a de nombreux juifs. Il y a une logique génocidaire dans les massacres. En 1944, on va y revenir. Hélène Guillon, ce sont les crimes à caractère racial ou religieux. Hélène Guillon les limite à environ 2% de l'ennemi. Il faut savoir que dans notre base actuellement, on l'a vu ce matin, nous atteignons les 14 000 notices, disons 13 000 notices individuelles, notices biographiques, et on est à plus de 5% de juifs, c'est-à-dire plus de 700. Plus de 700, alors parmi ces 700, il y a des résistants, c'est vrai, mais il y a une majorité de civils abattus. Klarsfeld, dans le mémorial, recense 1 millier de victimes juives tuées sur le sol français. Je ne parle pas des morts dans les camps d'internement, je parle des gens qui ont été fusillés au Mont-Valérien ou à d'autres endroits, après condamnation, comme otages, ou bien assassinés en tant que civils au gré des opérations de maintien de l'ordre. Je pense que ce chiffre sera largement dépassé, qu'on sera plutôt aux alentours de 1500 quand on aura terminé notre travail. C'est considérable. C'est considérable, d'autant que c'est concentré sur une période très courte en ce qui concerne ces massacrés. Nous allons y revenir un petit peu plus loin. Si on continue, la diapo suivante nous montre la répartition par sexe des massacrés en comparaison de la population. On s'aperçoit que, alors que la population en 1946, au recensement, vous voyez, 53% de femmes, 46% d'hommes. Pour les massacrés, on a une énorme majorité d'hommes, 6,3% seulement de femmes. Puisqu'on a vu que les massacrés sont principalement, en majorité, une grosse majorité, des résistants, des combattants. Ça ne veut pas dire que les femmes ne résistaient pas, mais elles étaient moins exposées que les hommes, elles n'allaient pas au combat. Elles faisaient partie de groupes d'agents de liaison, de soutien, etc. Donc forcément moins exposées. Alors, bien entendu, lorsqu'on parle de grands massacres comme Maillet ou Oradour, là on a une proportion de femmes, évidemment, considérable, puisque c'est un échantillon complet de la population qui est tuée, avec une proportion de femmes qui correspond à la proportion dans l'ensemble de la population. Mais là, il s'agit d'exceptions. La répartition par classe d'âge. Alors vous voyez en rose ce qui correspond aux classes d'âge de la population française au recensement de 1946, et en rouge, j'espère que ça se voit, je sais que le rouge ne ressort pas très bien, c'est plutôt du marron sur l'écran, à gauche, les histogrammes donc des massacrés. Donc nous avons, on le voit, des groupes d'âge surreprésentés, principalement les 20-29 ans, sans surprise, et les 30-39 ans. De 20 à 40 ans, c'est l'âge où on s'engageait le plus dans la résistance. 20-29 ans, on a notamment les 20-25 ans, qui sont les réfractaires au STO, qui rejoignent massivement les maquis durant cette période. On voit que les 15-19 ans sont aussi surreprésentés. Beaucoup de résistants qui sont abattus sont jeunes, très jeunes. La sous-représentation apparaît à partir de 40-49 ans, ou bien alors les moins de 15 ans. La représentation par BCS, par profession et catégorie sociale, on a une surreprésentation, on le voit dans parmi les massacrés, de catégories sociales intermédiaires, effectivement très représentées dans la résistance. Ce sont des résistants issus de l'artisanat, petits patrons, employés, des employés des cadres subalternes, ils sont très surreprésentés. Mais vous noterez que la principale catégorie victime de la répression extrajudiciaire, ce sont les agriculteurs. Les pêcheurs, puisque c'est la classification terminologique classique. Les agriculteurs, en effet, cette répression extrajudiciaire, elle a été beaucoup plus forte dans les campagnes que dans les villes. Elle a touché les régions de maquis, les régions rurales.